Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Habituellement, vous êtes à Grenoble. Vous êtes le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Merci de venir répondre à mes questions. On va parler des ZFE. Vous maintenez, vous, à Grenoble, alors que le gouvernement dit depuis hier qu'on peut peut-être repousser, en tout cas atténuer les ZFE. Vous allez y revenir, mais je voudrais qu'on parle des émeutes, bien sûr, parce que Grenoble fait partie des villes qui ont été très touchées. Vous avez d'ailleurs fait partie des maires qui ont été reçus par Emmanuel Macron pour tenter de comprendre ce qui s'était passé et de construire la suite. Je voudrais d'abord vous interroger sur qui a mis fin aux émeutes. Merci qui? Est-ce que c'est merci la police? Est-ce que c'est merci les dealers? Ou est-ce que c'est merci les imams, comme le dit Éric Zemmour, par exemple? Je crois que c'est merci personne. En réalité, il y a une étincelle. Ce jeune homme, Naël, qui est abattu par un policier dans des circonstances qui ont choqué tout le monde. Il y a une étincelle. Cette étincelle, elle déclenche une colère qui est très légitime. Quand on sent, elle est partout. Donc à chaque étincelle, ça peut s'enflammer ou pas. Et évidemment, cette étincelle, elle se manifeste là dans des formes de colère. Une colère légitime, mais avec derrière évidemment des actions qui, elles, ne le sont pas, que ce soit brûler des bâtiments publics, piller des magasins, comme ça a été le cas à Grenoble. Mais derrière, ça se calme et on ne sait pas pourquoi. On va revenir sur cette colère que vous appelez colère légitime. Mais pour vous, il n'y a pas de raison. Ça se calme, ça se calme. Ça se calme parce que la météo, ça se calme parce que on ne sait pas. Parce qu'il n'y a plus rien à piller, ça se calme pourquoi? Non, on ne sait pas. Parce qu'il y a un moment, il faut passer à autre chose et que ça retombe. Voilà, malheureusement, tant qu'on ne va pas travailler derrière sur les causes, il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. Et pourquoi là et pas 15 jours avant quand un autre jeune homme a été abattu? J'imagine, Éric Piolle. Et vous ne vous dites pas, la police, par exemple, le fait qu'il y ait des renforts massifs, ça fait partie de ce qui a peut-être calmé? Même pas? Non. Non, c'est pas la police qui a calmé... Non, je crois qu'il y a un moment, ça redescend et on constate que ça redescend et on ne sait pas tellement pourquoi. Les dealers, alors Éric Zemmour hier disait dealers et imams. Les dealers en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les spécialistes du grand banditisme, comme Frédéric Ploquin, disent en effet que les dealers avaient intérêt au retour au calme et qu'ils ont sans doute fait en sorte que ça puisse être le cas. Tout le monde a intérêt au retour au calme, en réalité. Les dealers, évidemment, la société dans son ensemble, les familles, les jeunes, tout le monde, parce que on reste pas dans des manifestations de colère extrême et qui débordent dans des choses inacceptables. On ne peut pas rester là, c'est pas un régime de base. Donc il y a un moment, ça retombe. Ça veut pas dire que la colère elle est retombée à l'intérieur, parce que en fait cette colère-là, on la sent tout le temps. Notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. La liberté, pour ces 5 millions d'habitants des quartiers populaires, c'est dans les 1300 qui sont classés quartiers populaires de politique de la ville. Ça veut dire ces 1300 quartiers où il y a 50%, plus de 50% de taux de pauvreté. C'est comme ça qu'ils sont classés. Ça veut dire que là, c'est plus d'une personne sur deux qui est en situation de pauvreté. Dans le reste de la France, en dehors de ces quartiers populaires, ça veut dire que c'est moins d'une personne sur 10. Donc vous vous rendez compte, une personne sur deux, moins d'une personne sur 10. Donc, c'est pour ça que vous appelez ça une colère légitime. Évidemment, il y a une colère sociale. Jacques Chirac, pour reprendre, peut-être que c'est l'occasion de reprendre quelques mots de personnes qui ne sont pas de mon bord politique, avait parlé en 1995 d'une fracture sociale. Elle est là. Et la liberté, c'est une atteinte à la liberté parce qu'il n'y a même pas de liberté de circuler pour un grand nombre d'habitants de ces quartiers. L'égalité, clairement pas. Vous voyez bien les disparités on aimerait que l'école les résolve, mais l'école ne peut pas tout résoudre. Donc il y a ce problème d'égalité et la fraternité, évidemment, puisque, vous l'avez vu, on le voit avec des propos qui sont tenus vers toute cette droite qui a dérivé vers l'extrême droite. Il n'y a plus mais Éric Piolle, vous trouvez ça très fraternel, vous, de piller les magasins et de casser les centres-villes? Non, mais ce qui n'est pas fraternel, c'est de dire que, en fait, nous ne sommes pas tous des fils et filles de la République. Voilà. Là aussi, je reprends une phrase de Jacques Chirac. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, 2005, il dit chiracien, Éric Piolle. Non, mais c'est juste pour décaler un peu le propos, mais rappeler qu'en fait, nous avons tous un lien unique à la République. Nous faisons partie d'une communauté de destin. Il n'y en a pas qui vont disparaître. Il n'y a pas une partie qui va disparaître. Mais ça, est-ce que c'est pas plutôt à ceux qui, en quelque sorte, s'en sont pris, y compris au symbole de la République, puisque ce sont non seulement des magasins qui ont été pillés, je crois qu'il y a une 50aine de magasins chez vous à Grenoble magasins pillés qui ont été pillés.
il y a des mairies, il y a des symboles de la République qui ont été atteints. Est-ce que ça, c'est pas le signal aussi qu'il y a un refus de cette... Il n'y a pas un refus, il y a un sentiment de rejet. Il y a un sentiment de dire, nous, en fait, nous ne nous sentons pas reconnus à notre place. C'est justifié pour vous, en quelque sorte? Les émeutes, les pillages ne sont absolument pas justifiés. Jamais personne ne dira cela. Mais ce sentiment d'être des citoyens de deuxième classe, de ne pas avoir la liberté de circuler partout, de ne pas pouvoir accéder aux mêmes études que les autres, que quand on arrive à y accéder, parce que certains y arrivent, il y a encore de la discrimination dans l'emploi, de ne pas pouvoir partir en vacances. Sur le Français sur 2 qui ne part pas en vacances, il y en a beaucoup dans ces milieux-là qui vont vivre des périodes de canicule de plus en plus fortes. Le fait de... tout ça, c'est qu'on vous regarde bizarre dans la rue. On vous regarde bizarrement dans la rue, ça veut dire quoi ça? Évidemment, si je cours moi dans la rue, on va croire que je vais choper mon bus. Voilà. Si c'est un jeune qui n'a pas la peau blanche, encore faudrait-il quel est le degré de peau blanche, et on va croire que tiens, il a volé quelque chose ou il s'enfuit de quelque chose. C'est ça aujourd'hui aussi notre réalité. Ils sont victimes de quoi, aussi de délits de faciès. Il y a un délit de faciès comme il y avait quand j'étais petit moi dans mon sud-ouest natal pour les Portugais et les Espagnols. Il y avait un délit de faciès et un délit sur aussi des rejets sur la consonance des noms. Si je vous écoute, est-ce que vous êtes en train de dire que la société française est raciste? Il y a toujours eu du racisme. Oui, la société française est raciste. Il y a toujours eu du racisme. La société française est raciste. On l'est tous un petit peu. On a tous un rapport à la différence, à l'altérité. Donc si ça se travaille pas, si on ne travaille pas de la curiosité, si on ne travaille pas du vivre ensemble, si on ne se reconnaît pas chacun, évidemment que ça crée des murs. Il y a 40 ans, dans certains bars de Grenoble, c'était écrit ni chien ni rital. Ni chien ni rital. C'était ça. Le racisme, il ciblait à l'époque les Italiens. Aujourd'hui, à Grenoble, si vous avez un nom italien ou un prénom de consonance italienne, ça passe totalement inaperçu. J'ai pas le souvenir que les Rital, comme vous dites, aient mis le feu. Ils vivaient relégués. Ils tenaient, en tout cas à Grenoble, de l'activité délinquance, des mafias. Ils tenaient un peu de deal, un peu de jeu, un peu de prostitution. Il y a eu ça aussi. C'était le grand banditisme. Il y a eu cela aussi. Voilà. Bon, donc la société française, donc si je vous demande si la police est raciste, vous allez me dire que oui. La société est raciste, donc la police l'est forcément aussi. C'est pour ça que moi, ce ciblage, nous avons un vrai problème avec ce que nous avons demandé à notre police depuis 20 ans. Clairement, c'est une police d'intervention. Est-ce que les ordres qui lui ont été donnés ou les missions qui lui ont été assignées? Oui. Effectivement, les missions qui lui ont été assignées, c'est une police d'intervention. Maintenant, si vous voyez des policiers dans la rue, vous vous dites « Ah, je suis pas au bon endroit ». Alors, si vous n'êtes pas blanc, vous dites « Bon, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais me faire contrôler ?» Si même plein de jeunes qui sont totalement blancs, plein de personnes adultes se disent, s'ils voient de la police, ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose et que je suis pas au bon endroit. Ils sont pas en train de se dire « Tiens, je suis en sécurité parce que je vois des policiers déambuler ». Donc là, nous avons quelque chose sur les missions que nous avons demandées. Les conditions de travail, du coup, sont extrêmement difficiles. Les conditions de travail des policiers. Comment on leur demande notamment d'aller couper la mer avec la petite cuillère pour lutter contre le deal. Il y a quand même une urgence là. C'était effectivement de rétablir l'ordre. C'est-à-dire que quand je vous ai demandé est-ce qu'il y a rétabli l'ordre, vous dites non, c'est pas la police. Enfin, c'est quand même un peu la police. Bien sûr, ils sont dans leur mission. La police, c'est quoi? C'est une corporation qui vit aujourd'hui dans des conditions de travail extrêmement difficiles, sur un métier qui est difficile parce que c'est toujours la graduation de la réponse. Vous vous faites provoquer, insulter ou vous devez lutter contre des attaques sur les biens, les personnes, et vous devez graduer la réponse. Ils le font. Les policiers, non? Oui, c'est ça que je dis. Vous faites, et eux, ils doivent gérer. Moi, je suis au quotidien avec eux. Leurs conditions de travail sont très difficiles. Et leur capacité globale à avoir une réponse graduée, elle est extrêmement forte. Moi, ça m'épate, toujours. Évidemment, il y a des débordements, mais globalement, je me dis, waouh, le sang-froid, la capacité professionnelle à encaisser tout ça et à se dire, là, on y va, là, si on y va, ça va mettre plus le bazar. C'est ça, aujourd'hui, notre police. C'est une corporation. Donc, vous les trouvez plutôt fins, eux, dans leur manière de faire. Pour l'immense majorité, oui, c'est un métier difficile, avec des gens qui sont, qui pensent, effectivement, quelle réponse graduée. Si Éric Piolle était au pouvoir, vous aviez d'ailleurs été candidat à la primaire écolo. Donc, je me suis posé ces questions-là, bien sûr. Vous vous êtes dit un jour, posé ces questions-là. Qu'est-ce que je fais? Je serai chef de la police et de la gendarmerie. Je me suis posé ces questions-là, bien sûr. Et vous feriez quoi?
Quelle différence avec la manière de faire aujourd'hui? Une question pour renforcer la formation, qui a été squeezée par Nicolas Sarkozy. Bernard Cazeneuve avait essayé d'en remettre un petit peu plus, mais il y a évidemment un enjeu de formation. Il y a un enjeu de quelle mission on leur demande. Aujourd'hui, si on regarde les attaques de biens et de personnes, nous voyons bien que les violences, une grande partie des violences sont des violences sur les femmes, dans l'espace privé, sont les violences sur les enfants. Pourquoi est-ce qu'on leur demande de faire que le deal? Et pourquoi que les vendeurs de deal et pas les consommateurs? On ne peut pas non plus leur dire de ne pas faire le deal. Non, mais je dis juste qu'on leur demande de faire que ça. Donc ils passent leur journée à aller écoper la mer à la petite cuillère. Donc ils reviennent avec un seau d'eau en disant regardez, on a bien bossé, il y a un seau d'eau. Après la justice le prend, elle vide la moitié du seau d'eau. Elle dit bon, les autres ils disent bah, pourquoi vous avez fait? Et moi en tant que maire, je regarde le niveau de la mer. Je dis, le niveau de la mer, il n'a pas baissé. Il y a toujours autant de dealers, toujours autant de vendeurs, toujours autant d'impact pour les habitants qui vivent sur les lieux de deal. Et il pourrait faire autre chose. On pourrait dire, là, la crise d'autoritarisme du président qui dit c'est la faute des parents. Réflexion sur est-ce qu'il faut toucher à nouveau aux allocations familiales. On pourrait dire, plutôt que de cibler les vendeurs, on pourrait dire ciblons les consommateurs. Dans une crise d'autoritarisme, non, c'est pas du tout, du tout, c'est pas du tout le cas. Mais on pourrait. Ce que nous dit le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice, les deux disent désormais que les amendes aux consommateurs vont être non seulement plus précises, mais qu'elles vont être récoltées, qu'ils vont s'assurer qu'elles sont payées. Tout ça est de la foutaise. Enfin, je rappelle quand même que le président de la République a décidé d'intégrer le trafic de drogue dans le PIB en 2018. Donc ça fait partie maintenant de la croissance française, le trafic de drogue. Nous sommes en situation d'échec sur la santé. Nous avons le record d'Europe des mineurs qui se droguent, avec des conséquences pour leur cerveau. Mais faire des amendes aux consommateurs de drogue, c'est une bonne chose ou pas? J'ai pas compris. Oui, il faut faire de la prévention, mais on pourrait dire par rapport à cette crise d'autoritarisme sur les parents, en disant sanctionnons les parents des dealers, des enfants qui sont dans les émeutes notamment. On pourrait dire sanctionnons tous les parents dont les enfants fument. Vous allez trouver une autre population. Et pourquoi pas? Moi, je suis pour la légalisation du trafic de cannabis parce que, en réalité, c'est une situation d'échec en matière de santé, en matière financière, en matière d'image de la République. C'est un échec total. Il y a un moment, quand on se plante sur tout, il faut se remettre en cause. Je vous trouve assez fataliste. Non, je ne suis pas fataliste. Je suis pragmatique en regardant quel est notre projet de société. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que... On n'y arrive pas, donc on lâche l'affaire. Non, c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est que personne n'a jamais réussi, à éradiquer quelque chose qui est maintenant une pratique pour 30% de la population. Donc, je dis, pourquoi cibler toujours les vendeurs et pas les consommateurs? Pourquoi dire, on va sanctionner tous les parents des enfants qui fument, et là, on va sanctionner tous les enfants des CSP+. Vous le dites de manière très théorique, et j'ai envie de dire, pourquoi allez-y? Parce que, moi, personnellement, je pense qu'il faut légaliser le cannabis. Je pense comme Arnaud Robinet, maire de Reims, DLR, je pense comme les 20% maintenant des États américains qui l'ont fait, je pense comme le Portugal, je pense que nous plantons. Nous avons la loi d'Europe la plus répressive, et c'est un échec en matière de santé. Moi, ça m'inquiète que les gens se droguent, même pour des questions récréatives. Je trouve qu'il y a un problème. Nous sommes en échec. Vous êtes souvent assez paradoxal. C'est comme sur cette histoire de jours fériés. Je me souviens vous avoir reçu sur RMC lorsque vous aviez proposé qu'on supprime un certain nombre de jours fériés religieux. Et en même temps, dans le même temps, vous me disiez que vous alliez à la messe. Là, vous nous dites, je suis hyper angoissé que les gens fument, y compris pour des raisons récréatives, là où un certain nombre d'écolos disent, non, au contraire, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous êtes pour légaliser. Oui. Mais je ne vois pas en quoi c'est paradoxal. On revient sur les jours fériés. Les jours fériés, ce que je dis, c'est rien de plus que ce que disait la commission Stasi en 2004. Je dis aujourd'hui, dans nos jours fériés, nous n'avons que des jours fériés. Il y a ceux de la République et il y a des jours fériés chrétiens. Il y en a qui n'en sont même plus, qui ne sont pas des fêtes chrétiennes. Le lundi de Pâques, c'est pas une fête chrétienne. Le lundi de Pentecôte, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est la récupération d'un jour de fête chrétienne. Oui, c'est la récupération. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait tellement de baptêmes et tellement de communions qu'en fait, on avait les bras en croix le lendemain et qu'on ne pouvait pas aller travailler parce qu'on avait trop mangé et trop bu. C'est plus trop le cas. Il n'y a plus trop de communions massives, de confirmations massives. Il reste 8000 prêtres en France. Il y en avait 40 000 quand moi je suis rentré à l'école primaire. Donc je peux juste dire, déjà ces 2 jours, enlevons-les, donnons, comme l'avait proposé la commission Stasi, la capacité aux juifs, aux musulmans, à ceux qui ont d'autres spiritualités, de prendre un jour férié quand c'est important pour eux, pour leur spiritualité. Ne faisons pas disparaître la spiritualité de la société française. Je pense que c'est important. La laïcité, c'est pas ça. C'est qu'on ne vous attendait pas forcément là-dessus, quand vous nous dites que pour vous, la spiritualité est quelque chose de très important dans la société. Et vous-même, vous m'aviez dit, je ne suis pas croyant, mais je suis pratiquant. Je rappelle les mots que vous aviez dit. Vous aviez dit, je ne crois pas forcément, mais je vais à la messe tous les dimanches.
pas tous les dimanches, mais j'y vais une fois par mois. Donc, d'un point de vue technique aujourd'hui, Vous êtes pour l'Église catholique, je suis considéré comme un pratiquant parce qu'une fois par mois, c'est effectivement... Éric Piolle, maire de Grenoble, je voudrais quand même revenir sur ces nuits d'émeutes avec aussi un mot. Alors, justement, pour vivre ensemble, il faut peut-être aussi savoir de quoi on parle et de qui on parle. Il y a eu toute cette polémique sur Mathéo et Kevin, ça c'est ce que nous dit Darmanin. Darmanin nous dit, mais il y a beaucoup de Mathéo et de Kevin parmi les émeutiers. Éric Zemmour, qui était à votre même micro hier matin, disait non, il y a une grande majorité de Mohamed. Vous, à Grenoble, vous avez été aux côtés des policiers, vous avez vu ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez des faits? Est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous avez parlé avec l'hôtel de la justice, avec l'hôtel de police? Qui sont les émeutiers? J'étais sur place. Moi, j'ai passé la nuit sur place. Donc, j'étais au milieu. C'était un tout petit périmètre de 4 rues. Et j'étais au milieu des policiers et des gendarmes qui étaient là en renfort. Vous dites d'ailleurs, je me suis retrouvé au milieu des gens qui cassaient des magasins devant moi, complètement impuissants. Oui. Impuissant, j'ai appelé le préfet pour dire attention, là c'est une bijouterie, il faut envoyer des moyens. Attention, là ils sont rentrés dans la galerie Lafayette par une porte une baie vitrée que vous ne voyez pas, donc ça peut durer longtemps. Voilà, c'est juste. Vous avez fait ce que vous pouviez faire. Vous les avez donc vus et constaté, voilà, de visu, mais il y avait des différences aussi. Quel âge, quel profil, quel prénom? C'est pas systématique. Je pense qu'à Grenoble, en l'occurrence, c'était plutôt des jeunes, avec beaucoup de jeunes filles et plutôt des gens des quartiers populaires, avec aussi quelques-uns qui étaient là avant pour la manif des violences policières et qui s'amusaient à casser une agence immobilière ou que ci ou que ça. Bon, voilà, mais je sais que mon voisin de la ville d'à côté, Chirol, c'était un autre environnement, des jeunes un peu plus âgés, pas de filles. Donc je ne pense pas qu'on puisse réduire ce qui s'est passé. Je reviens une minute, vous me dites que je suis paradoxal. Je crois aujourd'hui qu'en fait la société française est branlante sur ces textes. Moi, je crois que les textes fondamentaux de la République sont majeurs. La loi de 1905, c'est majeur. La Constitution, c'est majeur. Le texte du CNR, du Conseil national de la résistance, pour moi, c'est majeur. C'est des textes que j'ai toujours avec moi dans mon cahier. Et donc, c'est ça mon pilier. Et donc, évidemment, dans un monde... Chacun en fait une lecture. Chacun en fait une lecture différente. Je vais vous donner l'exemple du Conseil d'État. Le Conseil d'État qui récemment a fini par décider que les hijabeuses ne pourraient pas participer au match de foot, qu'on ne pourrait pas jouer au match de foot avec... ça a été très attendu comme décision. On sait que sur cette question-là, vous êtes vous-même plutôt du côté des hijabeuses. Vous avez défendu aussi le port du burkini. Les hijabeuses, elles étaient venues d'ailleurs à Grenoble vous prendre à partie. Le Conseil d'État, c'est pas la loi. Le Conseil d'État aujourd'hui, vous n'auriez pas pris la même décision que le Conseil d'État. Pourtant, il se réfère au même texte que vous. Oui, aujourd'hui, le Conseil d'État, sur ces questions-là, effectivement, on sent qu'il évolue avec l'amicale pression du gouvernement. Là où en 2016 encore... Vous estimez que le Conseil d'État n'a pas pris sa décision de manière indépendante? Bon, ils ont eux-mêmes dénoncé les pressions. Donc là-dessus, ils se sont exprimés pour dire ça suffit les pressions. Mais ils n'ont pas précisé. Est-ce que ce n'est pas des pressions des deux côtés? C'est pas ça que j'ai l'impression que je l'ai compris. Mais en tout cas, je crois que ces textes fondamentaux, pour moi, sont essentiels. Voilà. Et donc, il faut en débattre plutôt que de rentrer dans une ligne de fracture. Voilà. Et sur la question des émeutes, revenons-y, puisqu'on digresse un petit peu. Parce que je vais parler des ZFE. Oui, mais là-dessus, je pense qu'il faut revenir aussi. C'est les 40 ans du rapport du Bedou. Le maire de Grenoble, 83, il sort le premier rapport de la politique de la ville. Il dit quoi? Reconnaissons que ces quartiers populaires, ils ont un caractère populaire. Ce que je vous disais, plus de 50% de pauvreté. 2, travaillons à la fois de façon transversale, c'est-à-dire sortez des silos administratifs, et de façon intégrée, c'est-à-dire travaillons sur les causes, pas que sur les symptômes, sinon on n'a aucune chance de réussir. 3, acceptons que, parce qu'il y a de la pauvreté, on donne plus, là, on met plus de moyens. Ça ne fait pas disparaître le droit commun, ce qu'on a fait, mais on donne plus. Voilà. Pour compenser... 4, on s'appuie sur les compétences des gens, les aspirations. Ces habitants, ils ont des compétences, des aspirations, des rêves, et donc il faut les accompagner là-dessus. Nous avons besoin, la France a besoin de cette richesse-là. 5, quand on fait de la rénovation urbaine, quand on fait des politiques urbaines, il faut aussi faire des politiques sociales. Et ce que je proposais, mettre 10% des financements de l'ANRU sur le développement social des quartiers. L'ANRU, c'est la rénovation urbaine. Revenons aux bases. Ça ne mangerait pas de pain plutôt que de faire des polémiques à n'en plus finir. Éric Piolle, un mot quand même sur les ZFE, parce que vous êtes en pointe là-dessus. Et il y a eu cette journée de lundi où, du côté de Grenoble, vous avez appliqué, étendu les ZFE aux voitures des particuliers, alors que jusqu'à présent, c'était pour les professionnels. Et le même jour, on a le gouvernement qui a dit non, en fait, c'est pas nécessaire. Vous pouvez attendre encore un peu parce que la qualité de l'air s'est améliorée, donc pas d'obligation aux ZFE. Pourquoi vous vous acharnez si le gouvernement dit que c'est plus nécessaire?
Parce que la santé de nos habitants, des habitants, l'asthme des enfants, les cocktails qui font que les allergies touchent de plus en plus de monde, la santé, elle s'en fout des seuils réglementaires. Elle s'en fout. Les normes européennes, en plus, on sait déjà qu'elles vont bouger puisque l'Organisation mondiale de la santé nous dit que, en fait, l'impact de la pollution est beaucoup plus important. Donc vous tiendrez le calendrier, vous tiendrez les obligations. Nous verrons parce qu'il y a une question de moyens quand même associés. S'il n'y a plus les moyens associés, c'est compliqué d'avancer. Sur la qualité de l'air, ce que je voudrais dire, c'est les choses s'améliorent. C'est plutôt positif quand même. À Grenoble, sur 10 ans, c'est entre 30 et 50%. Donc ça veut dire que c'est plutôt un succès. Il n'y en a pas tellement dans ces périodes. Donc on peut dire, les politiques publiques, il y a une partie, c'est pas de notre fait, c'est l'industrie qui se casse la gueule, ok. Ça marche, donc on accélère, quoi. Mais donc ça veut dire que ça marche. 2, je pense que c'est le scandale de l'amiante, la qualité de l'air. On est en train de vivre le scandale de l'amiante. Oui, parce que les scientifiques nous disent, nous savons l'impact. Et en fait, plus ça va, plus on comprend que l'impact est encore plus gros que ce qu'on imaginait. Et les politiques publiques ont un impact direct sur le résultat. C'est là que vous décidez un truc, ça améliore la qualité de l'air. Donc si on ne fait pas, on va se retrouver comme il y a eu à Paris, là, il y a eu 2 enfants qui ont attaqué le gouvernement et qui ont gagné pour la première fois. Donc, nous aurons, comme pour l'amiante, des procès. Il faut avancer et en le faisant avec le climat. Là, aujourd'hui, c'est dissocié. On traite les 2 sujets. Éric Piolle, il est 8h53. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes maire de Grenoble.